nous allons donc entrer maintenant dans la première partie de notre travail de discussion et de débat. Notre axe 1, parce que nous aurons deux axes. L'axe 1 va nous parler donc de l'état des lieux de l'éducation des filles et de l'alphabétisation des femmes en Afrique depuis 2015. Ce premier constat va se baser sur les objectifs de développement durable et voir où en sommes-nous par rapport à la matière d'égalité des sexes en éducation. Je voudrais à ce niveau, après avoir bien sûr écouté Son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a vraiment posé les enjeux, mais surtout aussi les grands défis, demander à Madame Véronique Bakayoko de la République de Côte d'Ivoire et bien sûr à Monsieur Guy Roger Kaba de la Confémène. Dans quel domaine pensez-vous vraiment qu'on a enregistré des progrès significatifs? Disons, au début, je disais que je représentais ma ministre parce qu'elle est actuellement en conférence, disons, en séminaire gouvernemental. Et je suis très heureuse de participer à ce panel. Alors, concernant les progrès qui ont été accomplis, je pourrais dire d'entrée de jeu concernant les indicateurs de scolarisation au primaire, comme disait monsieur le ministre, un focus a été mis sur le primaire. Et donc, actuellement, nous avons pratiquement la parité entre filles et garçons. On a 0,9, même 99 de taux de scolarisation entre filles et garçons. Le problème se pose surtout au secondaire. Il y a le premier cycle du secondaire où, par exemple, le taux d'achèvement des filles est de 57,2% par rapport aux garçons qui est de 63,6%. Et au second cycle du secondaire, c'est encore plus grave. Le taux d'achèvement est de 32,6% contre 39,5% chez les garçons. Donc, voyez, comme disait le ministre, au primaire, nous avons eu vraiment un bond qualitatif, alors qu'au secondaire, ce n'est pas le cas. Et les raisons fondamentales, ce sont les problèmes, si vous voulez, socio-culturels, sont des pesanteurs qui font que l'accès à la scolarisation des filles, même si nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour qu'au primaire, il y ait plus de filles, mais une fois au secondaire, quand elles commencent à grandir, c'est, disons, l'aspect, disons, côté femme au foyer qui est mis en avant. Donc, elles vont être souvent retirées de façon précoce de l'école pour être mariées de force et faire d'autres activités de ménage, même si elles ont envie de poursuivre les études. Il y a aussi des facteurs, disons, moi je pense que c'est devenu un fléau vraiment dans nos pays et aussi en Côte d'Ivoire, ce sont les grossesses en cours de scolarité, des grossesses non désirées. Et ces grossesses en cours de scolarité font que tout ce que nous faisons comme politique de scolarisation est souvent mis en mal. Le taux de ces grossesses est de plus en plus important. Et aujourd'hui, il y a toute une politique qui est mise en œuvre en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse réduire ce taux de grossesse. Et je pense qu'en 2014, la ministre elle-même avait fait une grande sensibilisation et ce taux de grossesse avait diminué, je crois, de 30%. Et ça a repris encore, disons, l'ascension qu'on connaissait à ce taux de grossesse, tout simplement parce qu'il y a un manque d'encadrement de ces jeunes filles. Lorsqu'elles vont au collège, en général, il n'y a pas souvent de centre d'hébergement pour les prendre en charge, et si bien que souvent, elles se débrouillent un peu. Donc, se retrouvent tous dans des habitations, filles et garçons, qui fait que la promiscuité favorise toutes ces grossesses en cours de scolarité.
Et je crois que malgré tous les efforts qui sont faits avec l'appui de nos partenaires au développement, il y a UNFPA et l'UNICEF qui ont mis en place un programme d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité, ça persiste. Alors, il y a eu maintenant, je crois que ça c'est au niveau de la politique vraiment, une volonté d'y aller beaucoup plus fort. Donc, il y a une direction spéciale qui a été créée. La direction de l'égalité et de l'équité du genre qui a été créée au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je trouve que c'est vraiment très fort. Cela a été fait en 2018, qui nous a permis d'élaborer la politique genre de façon spécifique en éducation et d'élaborer également un plan d'action spécifique. Et dans toutes les stratégies qui ont été relevées, il y a justement la lutte contre les grossesses en cours de scolarité, la lutte contre les violences basées sur le genre à l'école, qui vont certainement permettre de réduire un tant soit peu tout ce que nous avons relevé tantôt. N'oublions pas qu'en 2015, la politique de scolarisation obligatoire qui a été votée comme une loi a été intégrée dans la Constitution et c'est très important parce que cette volonté montre que le gouvernement donne l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école, filles et garçons de 6 à 16 ans, jusqu'à ce que au moins l'éducation de base qui va du primaire jusqu'en classe de 3e en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'au moins ces enfants puissent profiter de cette éducation et faire valoir leurs droits en fait à l'éducation. Mais si tous ces facteurs socioculturels et autres facteurs font que tout ceci est annihilé, je crois que les progrès escomptés ne pourraient pas vraiment arriver à terme. Et je pense que le fait d'avoir créé cette direction, la direction de l'égalité, de l'équité du genre, met vraiment un doigt sur les insuffisances et sur tous les facteurs qui annihilent cette scolarisation. Je dirais que les stratégies qui ont été mises en œuvre, disons élaborées, il s'agit premièrement de la mobilisation sociale et du renforcement des capacités en matière de genre des acteurs du système éducatif. Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils s'approprient ce concept de genre, qu'ils sachent que le genre, c'est une approche de développement. Ce n'est pas une affaire de femmes ou garçons, mais ça peut permettre de développer le pays aussi. Je crois que l'étude en 2017 de la Banque mondiale l'a bien montré. Et si l'émergence était une femme, ça a été très bien développé là-dedans, qu'une femme alphabétisée peut permettre à la Côte d'Ivoire, disons les femmes alphabétisées peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de gagner près de 6 à 7 milliards de francs CFA. Par an. Donc, je pense que c'est c'est très, très important qu'on ait cette politique genre. Et l'autre stratégie, c'est la création d'un environnement protecteur. Parce qu'on a constaté qu'il y a trop de violence basée sur le genre à l'école. Ça peut effrayer les filles pour ne pas aller à l'école. Il faut absolument que ces violences soient estompées pour que toutes les filles aient l'accès égal avec les garçons d'aller à l'école. Il y a aussi l'amélioration de l'accès à l'éducation non formelle. Il faut qu'on mette un accent sur l'alphabétisation et nous avons aussi, disons, mis l'accent sur l'amélioration de l'accès aux formations en sciences, en technologie, en mathématiques et en mathématiques. Parce que ce sont des filières, en fait, qui portent amener les filles à l'employabilité. Donc ça aussi, c'est une stratégie qu'il faut développer pour que ces filles-là s'inscrivent davantage dans les filières scientifiques. Je pourrais donner quelques chiffres. En série C, par exemple, nous n'avons que 26% de filles dans les séries C. Et en série D, nous avons également 25,45% de filles. Donc, je crois que ce sont des choses qu'il faut relever. Il y a vraiment énormément de travail à faire.
je sais que c'est un challenge, c'est un vrai challenge à la direction de l'égalité et de l'équité du genre. Donc, nous sommes en train de voilà, faire mains et pieds pour qu'on puisse mettre en œuvre ces stratégies. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Madame Bakayoko. Sincèrement, grand merci. Aussi, vous direz grand merci à votre ministre et surtout toutes nos félicitations pour sa nomination et au-delà. Voilà, c'est votre ancienne ministre aussi avec tout l'engagement et toutes les actions fortes que vous venez de citer qu'elle a pu mettre en œuvre pour avoir justement ces résultats-là. Et aujourd'hui, on en est très fiers au niveau de la Côte d'Ivoire parce que avoir une dame ministre d'État, je crois aussi que les modèles vont certainement aider à l'émulation des filles, en changeant aussi le statut de la femme d'une certaine façon. Madame Ramata Ouedraogo, en tant que directrice de la promotion de l'éducation des filles et du genre, pouvez-vous nous indiquer quels progrès ont été accomplis au Burkina Faso? Alors, je dois dire que pour répondre à ce niveau, que depuis les 2 dernières décennies, des progrès notables ont été enregistrés dans l'éducation en général et particulièrement dans l'éducation des filles. En effet, les taux bruts de scolarisation, par exemple, ont augmenté régulièrement dans tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire depuis le préscolaire jusqu'au secondaire. Et en même temps, les écarts qui étaient en défaveur des filles se sont réduits pour atteindre progressivement, pour atteindre la parité à l'accès et au primaire déjà à partir de 2013. Alors donc pour montrer effectivement cette évolution des indicateurs au niveau donc de la scolarisation des filles. Par exemple, les TBS sont passés de 81% pour les filles à 81,6% pour les garçons en 2012-2013 à 89,2% pour les filles et 88,4% pour les garçons en 2018-2019. Et au niveau du taux d'achèvement, les filles achèvent mieux que les garçons au primaire et au post-primaire. Le post-primaire ici correspond au collège où l'âge des apprenants est compris entre 12 et 16 ans. Et par exemple, en 2019-2020, pour ce qui concerne le taux d'achèvement, les progrès, en tout cas, on a noté que le taux d'achèvement pour les filles au primaire était de 64,9% contre 56,56% pour les garçons. Donc voilà les domaines où on a enregistré des progrès significatifs. Donc l'accès vraiment aujourd'hui pour l'éducation des filles au primaire, au post-primaire est un pari gagné au Burkina Faso. Je peux le dire. Alors, quels sont les points qui demeurent préoccupants? En effet, il y a des points qui demeurent préoccupants aujourd'hui. Les défis au niveau de la scolarisation des filles de nos jours sont essentiellement au niveau donc de la persistance des pratiques, de certaines pratiques sociales néfastes qui causent les abandons scolaires. Et il s'agit par exemple des mariages d'enfants, de la sexualité précoce et mal gérée avec son corollaire, donc des grossesses précoces et non désirées. Et les faibles taux aux examens scolaires et des disparités qui sont toujours en défaveur des filles, quel que soit l'examen scolaire. Les taux de transition entre cycles qui demeurent encore inégalitaires et en défaveur des filles. Et enfin, la problématique donc de la scolarisation des filles après le collège, c'est-à-dire au secondaire, qui demeure entièrement problématique, c'est-à-dire que tant au niveau de l'accès
du maintien que de la réussite scolaire. Au niveau du secondaire, les filles sont vraiment encore très minoritaires. Par exemple, en 2018-2019, le taux brut de scolarisation des filles était de 19% contre 24% pour les garçons. Et dans la même année, le taux d'achèvement au secondaire était de 12,87% contre 17,8%. C'est très faible de toute façon, mais les filles restent encore, les disparités sont encore prononcées là. On passe la parole à Monsieur Guy-Roger Kaba. S'il vous plaît, vous pourriez aussi nous donner votre point de vue en termes de perspective concernant justement l'ensemble des pays de la Confémène, parce que vous représentez une institution qui couvre bien sûr tous ces pays francophones. Bienvenue encore, la Confémène. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Madame la Présidente. Alors, je vais répondre sur la question des domaines de progrès. Je voudrais inviter les uns et les autres à lire un document qui a été produit par l'AFD en 1978 qui s'appelle Idées reçues en 1918 pardon, qui s'appelle Idées reçues sur l'éducation en Afrique subsaharienne. C'est un document qui montre que malgré les problèmes que connaissent le système éducatif, on remarque quand même qu'il y a des progrès. Je vais articuler mon propos concernant les domaines de progrès sur les différents cycles, en commençant par le préscolaire, le primaire, et je terminerai par le secondaire. D'abord, le préscolaire, ce qu'on appelle l'éducation et la protection pour la petite enfance, on remarque qu'il y a des améliorations. Bien sûr, je ne suis pas en train d'occulter les problèmes, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de problèmes, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que malgré les difficultés, malgré les problèmes qui ont été très bien évoqués par mes deux prédécesseurs, par Monsieur le ministre et par la représentante de la Côte d'Ivoire, malgré toutes ces difficultés, tous ces défis qui restent, qui persistent, on remarque quand même qu'il y a des progrès. Concernant, par exemple, l'accès au préscolaire, il y a des progrès remarquables hein, sur le taux brut de préscolarisation. En une dizaine d'années, de 2005 à 2015 à 2016, les taux sont passés, je donne quelques chiffres juste à titre indicatif, hein, 1,4 au Niger, ils oscillaient en 2005, 1,4 au Niger, 60% au Cap-Vert. En 2016, ces chiffres ont quasiment doublé dans ces pays. Donc, on sent qu'il y a une évolution du taux de préscolaire toujours très, très faible. Et concernant les filles, la parité est loin d'être atteinte. Hein. La parité au préscolaire, en 2015, elle n'avait été atteinte que dans 49% des pays. Donc, la préscolarisation, elle progresse. L'accès à la préscolarisation progresse, mais ça reste très faible, en particulier pour les filles. Concernant l'accès aux primaires, là aussi, il y a des progrès dans l'accès aux primaires. Hein. Je donne quelques chiffres. Là, je vais focaliser sur les... Il y a une progression globale et il y a aussi une progression de l'accès des filles à l'école. Je prends un pays comme le Tchad, par exemple. Quand on regarde la part des filles dans les échantillons de l'évaluation PASSEC de 2014, c'était de 44,2% au Tchad à 54,3% au Sénégal en début de scolarité et de 40,2% au Tchad à 55% au Burundi en fin de scolarité. Là, on est en 2014. Donc, vous voyez qu'il y a une progression de l'accès des filles au primaire. Au secondaire aussi, c'est pareil. Les filles restent toujours désavantagées. On l'a dit tout à l'heure, au secondaire, elles restent désavantagées. Mais il y a quand même une progression de l'accès, une progression du taux brut de scolarisation. Même si, ce qu'on remarque, c'est que la scolarisation des filles et des garçons a évolué de la même façon, ce qui fait que les écarts entre filles et garçons sont restés, bien qu'il y ait plus de filles qui aient accès au secondaire. On note aussi des progrès sur l'achèvement. Tout à l'heure, Monsieur le ministre a très bien dit, c'est bien que les filles accèdent à l'école, mais il est encore plus important qu'elles s'y maintiennent et qu'elles achèvent leur scolarité. Donc, il y a des progrès, bien que les filles, ici aussi au primaire, bien que les filles restent
un peu défavorisés, mais il y a aussi des progrès au primaire et au secondaire. Donc, il y a des progrès sur l'accès. Je ne vais pas trop donner des chiffres. Ensuite, sur une question importante, hein, c'est important que tous les enfants, filles comme garçons, aillent à l'école et aient accès à la scolarisation, s'y maintiennent, puissent achever leur cycle de scolarisation. Mais il y a une question importante, c'est la question de la qualité. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'aller à l'école, d'être présent, mais il faut que l'éducation offerte soit de qualité. Et pour cela, nous, Conformel, nous, PASSEC, on s'intéresse à la mesure des acquis scolaires à travers des évaluations des apprentissages que nous réalisons. Et là, l'évaluation PASSEC 2019, comme celle de 2014, montre qu'au primaire, il y a, même si en mathématiques, il y a un léger avantage des garçons sur les filles et qu'en français, c'est l'inverse, en langue, c'est l'inverse, mais les écarts ne sont pas significatifs au niveau du primaire. C'est par la suite, hein, et je pense que les prédécesseurs l'ont très bien indiqué, c'est par la suite, dans l'évolution de la scolarité, que les écarts grandissent au secondaire et plus encore au supérieur. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais mettre sur la table pour dire que malgré les problèmes réels que connaissent nos systèmes éducatifs, les données qu'on a, que ce soit des données du PASSEC ou les données de l'Institut statistique de l'UNESCO ou d'autres types de données, montrent qu'il y a des progrès sur l'accès, il y a des progrès sur l'achèvement et il y a des progrès sur la qualité de l'éducation, bien que tout ceci reste encore insuffisant pour atteindre l'ODD4. Par rapport à votre intervention et qui situe bien le contexte pour l'ensemble des pays avec cette perspective à la fois de l'Afrique au niveau de l'Ouest, mais aussi l'Afrique centrale. Vous avez donné des exemples, mais vous êtes même revenu au niveau de certains indicateurs clés qui permettent effectivement d'être pris comme des points de référence pour bien sûr localiser, mais aussi suivre un peu ces progrès-là. Je voudrais peut-être rebondir avec Madame Ségolène Pouchot-Tiex. Sur cette question des indicateurs, je ne vais pas m'étendre énormément puisque mes prédécesseurs et prédécesseuses ont répondu déjà beaucoup. Je vais peut-être simplement reprendre effectivement certains des indicateurs pour les stabiliser ensemble. L'important, et ce n'est pas toujours encore le cas, c'est d'avoir des données sexuées sur le grand nombre d'indicateurs possibles, ce qui n'est pas encore toujours permis. Quelquefois, on a des données globales, mais on n'a pas encore les données sexuées. Et ces données sexuées sont vraiment essentielles pour que l'on puisse avoir des repères et donner des évolutions comme les collègues ont pu le faire. Ensuite, il y a cette question de la trajectoire scolaire qui a été vraiment bien décrite dans ces différents sous-indicateurs. Le parcours le parcours de scolarisation, c'est-à-dire l'âge dans lequel on entre dans l'école et l'âge dans lequel on en ressort. Le fait aussi que l'on puisse se trouver à un âge moyen, à un niveau de classe. Vous savez, on dit qu'en France, par exemple, les filles sont à l'heure ou en avance quand les garçons sont plus en retard par rapport à cet âge moyen, année après année, et ça a tendance à augmenter. Ce qui fait qu'en troisième, à la fin du premier cycle de secondaire, on peut avoir des garçons de 17 ans qui côtoient des filles de 14 ans. Et donc, bien sûr, ça pose quelques questions sur la manière dont on va mener la classe. Ensuite, on a bien sûr le maintien dans la scolarité, ce qui est tout à fait important. Et là, on a des exemples qui sont assez différenciés suivant les pays. En France, par exemple, dans le secondaire, on a davantage de décrochage de la part des garçons. Et j'ai regardé que c'est également le cas au Cameroun, par exemple, où les garçons vont aller moins loin, vont plus décrocher dans le secondaire que les filles. Et bien sûr, on a le niveau de diplôme, donc les acquis des apprentissages. Sur la question des ressources économiques qui a également été évoquée précédemment. Bien sûr, ces ressources économiques sont essentielles au niveau du pays,
puisqu'il permet le développement des politiques favorables aux filles et aux garçons, à la scolarisation, mais au niveau local, c'est-à-dire au niveau régional et bien sûr au niveau de la famille. Ça va avoir un impact très fort. Une adolescente sur 3 issue des familles les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres, n'a jamais fréquenté une salle de classe, ce qui ne sera pas forcément le cas des garçons. Il y a un lien avec le niveau socio-économique et le niveau d'apprentissage. Par exemple, au Niger, il y a de grandes disparités suivant le niveau socio-économique et le niveau d'apprentissage. Par exemple, il y a moins de 8% des élèves qui atteignent le niveau minimal de compétences en lecture, mais parmi les 20% d'élèves des ménages les plus pauvres, ils ne sont que 2% à atteindre ce niveau. Donc, plus la famille est pauvre, plus l'élève va avoir du mal à monter en compétences, bien sûr. Nous avons parlé déjà des indices de parité. Ces indices de parité sont également à relier, on peut également les relier avec les acquis d'apprentissage et la zone d'habitation, rurale ou urbaine. En ruralité, les filles seront plus défavorisées, auront plus de mal à accéder à l'école et à s'y maintenir que les garçons. Et on peut notamment se dire que cela provient aussi de la distance à l'école. Tout à l'heure, Monsieur le ministre du Mali a parlé de la distance à l'école et du fait qu'il puisse y avoir une cantine ou qu'il puisse y avoir un hébergement d'accueil. Bien sûr, c'est essentiel et c'est peut-être plus essentiel que pour les filles. Les obstacles donc particuliers aux filles, je rejoins également Madame Bakayoko qui a parlé, par exemple, des pratiques culturelles, éventuellement des pratiques religieuses qui vont générer des standards, des normes liées au genre, les violences basées sur le genre, y compris les viols, dont sont plus souvent atteintes les filles, mais on parlera également, et c'est en ce moment très fort en France, du sexisme contre les filles, qui donc va leur donner une plus grande vulnérabilité et une moins grande confiance en elles-mêmes. Et puis, bien sûr, je ne reviendrai pas sur les mariages précoces ou arrangés, les grossesses précoces, et même, comme ça a été évoqué, sur les menstruations et le fait qu'en France, vous avez peut-être entendu parler de cette campagne de distribution de matériel périodique gratuit dans les écoles pour les filles. Et on entend quelquefois des faits d'actualité qui montrent que certaines filles vont jusqu'au suicide parce qu'elles arrivent en ayant leurs règles à l'école et qu'elles n'ont pas le matériel adapté et qu'elles sont bien sûr la cible des moqueries de leurs camarades, voire des adultes qui les encadrent. Donc bien sûr, il y a, et là on est vraiment au cœur de ces problématiques de genre qui font que les filles vont avoir des obstacles différents de ceux des garçons et qui leur sont tout à fait spécifiques. Est-ce que les pays disposent-ils de statistiques ventilées de sexe? Parce que tout à l'heure, professeur Sigolène Couchot a parlé d'avoir plutôt des données sexuées. Oui, je crois que l'intervenante précédente a abordé cette question. C'est vraiment le gros point faible, c'est le manque de données ventilées selon les sexes. Ça, c'est vraiment le gros point faible. Quand on regarde les bases de données de l'ISU, il y a très peu de pays. Déjà, les systèmes statistiques de l'éducation de nos pays sont très lacunaires. Dans la majorité des cas, il y a des pays qui sont très avancés, des pays africains qui sont très, très avancés, très outillés. Mais là, je donnais un point de vue global. Hein, du point de vue global, déjà, nos statistiques de l'éducation sont en général lacunaires. Alors, elles sont encore plus lacunaires sur la question des données sexuées. Donc, ça, c'est vraiment un très, très gros point faible. Parce que si on veut, tout à l'heure, la représentante de la Côte d'Ivoire parlait de politique spécifique, hein, de politique genre. Alors, si on veut avoir des politiques genre si on veut leur donner une plus grande probabilité de fonctionner, d'avoir des effets sur le terrain, il faut qu'elles soient assises sur des données probantes, sur des statistiques fiables qui sont actualisées de manière régulière.
Mais malheureusement, dans la plupart de nos pays, ce n'est pas le cas. Et là, il devrait y avoir tout un travail, tout un accompagnement des partenaires pour outiller nos pays sur cette problématique-là. Voilà, donc c'est vraiment, la question, la réponse, elle est vraiment rapide, quoi. Du point de vue global, c'est vraiment un gros point faible de nos systèmes éducatifs. Oui, c'est vrai. Bon, je voudrais revenir sur les données statistiques. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment un progrès. Tous les ans, nous avons les données statistiques qui sont, disons, disponibles. Mais ce qu'il faut, c'est même désagrégé, hein, je voudrais dire. Mais pas désagrégé à tous les niveaux aussi. Pas à tous les niveaux du genre que c'est désagrégé. Mais je voudrais, ce que je déplore, c'est que souvent, ces statistiques sont disponibles, mais ce n'est pas toujours utilisé. Ce n'est pas exploité. Hein, parce que si on nous donne, on met à notre disposition ces données-là, je crois que c'est pour nous montrer les insuffisances et les gaps à combler. Mais combien sommes-nous, combien sont-ils qui vraiment exploitent ces données statistiques pour corriger les lacunes? Je voudrais aussi relever au niveau de nos plans sectoriels, éducation, formation, ce n'est pas toujours que ces plans-là soient vraiment, comportent vraiment des éléments du genre. Hein. Lorsqu'on regarde même tout ce qui est développé comme stratégie et comme indicateur, on voit que ce n'est pas vraiment désagrégé. Et je prends bien le cas de la Côte d'Ivoire, où même nous sommes en train de voir comment nous allons pouvoir intégrer le genre dans notre plan sectoriel éducation-formation. Et là-dessus, nous avons le MCC qui veut bien nous accompagner au cours d'un atelier. Donc, nous sommes en train de réfléchir à l'élaboration d'outils qui existent, mais nous allons essayer de les adapter pour pouvoir analyser le PSE en termes de genre. Ça, c'est fondamental parce que c'est un document d'orientation du système éducatif. Et si ce document-là comporte des indicateurs genre, comporte des orientations, des recommandations, je suis sûr qu'on aura fait un pas en avant. Et je voudrais rapidement dire que ici, une des stratégies pour pouvoir rapprocher ou bien réduire quelque peu les difficultés des élèves et particulièrement des filles, c'est la construction de collèges de proximité. Hein, c'est-à-dire rapprocher les écoles des familles, de sorte que les enfants parcourent moins de distance pour aller à l'école et soient mieux encadrés. Et là-dessus, nous sommes aussi accompagnés par beaucoup de partenaires. Au niveau du CDD, par exemple, il y aura des constructions de collèges. Au niveau du MCC également, il y aura aussi des constructions de collèges de proximité. Et je pense que tout ceci, ce sont des appuis qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant par rapport à la scolarisation des enfants en général et particulièrement celle des filles. On peut passer la parole à Madame Mariam qui voudrait réagir sur la question. Oui, bien sûr. Je voudrais confirmer que pour le cas du Sénégal aussi, il y a eu un bond très qualitatif sur le plan de l'accès des filles à l'école, au niveau du préscolaire d'abord, ensuite au niveau du cycle primaire, il n'y a pas de problème, mais les problèmes commencent à surgir à partir de la fin du cycle moyen. Donc exactement pour l'accès à la classe de seconde. À ce niveau, nous n'avons pas assez de filles au niveau de l'accès à la classe de seconde. Et je m'en vais vous livrer quelques chiffres qui montrent que le bas blesse à ce niveau et que nous avons besoin de redresser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'association que je dirige, nous avons un programme d'accompagnement des filles, notamment en milieu rural, pour que les familles puissent être soutenues par rapport au transport, par rapport à la cantine scolaire, parce que à peu près les problèmes sont les mêmes, à quelques différences près. Au Sénégal, nous avons ces problèmes de distance entre l'école et la maison, notamment en zone rurale.
où les villages sont assez distants et que les élèves ont des problèmes pour se rendre à leur école. Et la question est plus brûlante au niveau des filles. Alors donc je voudrais dire que à l'Observatoire national de la parité où je siège au niveau du conseil d'orientation, nous avons des chiffres plus ou moins récents. Concernant le taux d'accès des filles en classe de seconde, nous avons 57,8% et chez les garçons 61%. Donc c'est à partir de ce niveau-là qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi nous, au niveau de notre association, nous menons des actions et des activités d'accompagnement pour que les filles puissent achever leur cycle secondaire afin d'accéder à l'université. Le problème se répète aussi au niveau de l'université. Il y a des problèmes d'achèvement du cycle universitaire. Alors que nous savons tous que pour la bonne mise en œuvre de l'objectif 4 des ODD, il faut que les dispositions soient prises dans ce cadre-là. Alors, donc, nous agissons à ce niveau pour accompagner les filles aussi au niveau des universités, pour qu'elles puissent y rester et achever leur cycle universitaire et aller le plus loin possible. Nous, quelquefois même, nous menons des activités au niveau des femmes chercheurs qui ne sont pas suffisamment accompagnées pour pouvoir terminer leurs recherches. Et ça crée d'habitude des frustrations qui sont des frustrations à vie. Alors, pour ne pas répéter ce qui a été dit, en résumé, je dirais que le Sénégal a les mêmes problèmes que les autres pays de la sous-région, à savoir le problème du maintien des filles à l'école dès qu'elles atteignent l'âge de la puberté. Alors, pour maintenant les défis à relever, je voudrais en évoquer quelques-uns, à savoir l'accès et l'achèvement des cycles secondaires et universitaires, mais la construction de salles de classe aussi décentes, parce qu'il y a beaucoup d'abris provisoires au Sénégal, surtout en zone rurale. La construction de cantines scolaires, mais surtout l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles dans l'espace scolaire, que ce soit au niveau de l'école, mais surtout sur le chemin de l'école. Beaucoup de cas de violence sur le chemin de l'école ont été notés. Donc vraiment, il faudrait que ce défi-là soit relevé. Et j'en profite pour lancer un appel aux gouvernements locaux, parce que nous savons que dans nos pays sous-développés, quand il y a un déficit démocratique au sommet, on se rattrape à la base. Et au Sénégal, l'éducation fait partie des compétences transférées. Alors, je propose que les acteurs à la base, comme nous autres, acteurs de la société civile, puissent s'impliquer davantage au processus d'élaboration des budgets des gouvernements locaux pour que l'éducation, et notamment l'éducation des filles, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la résilience économique par rapport à la situation de pandémie, occupent des places de choix dans les budgets des gouvernements locaux pour que vraiment les populations puissent être résilientes par rapport à la situation actuelle, mais surtout que l'éducation des filles n'en pâtisse pas. Parce que nous savons aujourd'hui que la situation de l'abandon de l'école est grave. Même si nous n'avons pas de chiffres avec nous aujourd'hui, nous savons que c'est très grave. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine a lancé son programme du retour des filles à l'école, qui est porté au Sénégal par la solution du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors donc c'est une question très sérieuse et je propose que les gouvernements locaux puissent s'impliquer davantage. Je vous remercie.